On s'est déjà demandé comment on fait pour résoudre les mystères des maladies. Aujourd'hui, on met notre casquette de détective et on part explorer le monde fascinant de l'épidémiologie. Allez, imaginez un peu le scénario. Dans une ville, des gens commencent à tomber malades, tous avec une toux bizarre et de la fièvre. Les médecins, eux, sont complètement dépassés. Comment on fait pour trouver la cause avant que ça ne s'étende partout? Bref, comment les experts traquent la source d'une épidémie pour la stopper net? Eh bien la réponse, c'est l'épidémiologie. C'est la science pour résoudre les mystères de la santé. C'est un peu comme les experts scientifiques pour les maladies. Et on va voir ensemble comment ça marche. Alors loupe en main, et c'est parti pour l'enquête. Les épidémiologistes, en fait, ce sont les Sherlock Holmes de la santé publique, sauf qu'au lieu de résoudre des crimes, ils élucident des épidémies. Leur mission? Comprendre pourquoi des groupes entiers de personnes tombent malades. Pas mal, non? En gros, l'idée, c'est de créer une sorte de carte du crime, mais pour une maladie. La distribution, c'est savoir où, quand et qui est touché. Et les déterminants, ce sont tous les indices qui nous aident à trouver le coupable, c'est-à-dire les causes de la maladie. Et tout ça, ça n'a qu'un seul et unique but, la prévention. Arrêter la maladie avant même qu'elle ne démarre. Pour bien comprendre la différence, c'est simple. Un médecin, ça traite une personne quand elle est déjà malade. Un épidémiologiste, lui, il essaye d'empêcher que toute la communauté tombe malade. C'est la différence entre réparer une fuite d'eau chez soi et s'assurer que les canalisations de toute la ville sont en bon état. Ok, donc première étape de n'importe quelle enquête, rassembler les faits. Qui est touché? Où vivent ces personnes et quand sont-elles tombées malades? Dans le jargon, ça s'appelle l'épidémiologie descriptive. C'est un peu comme dresser le portrait robot d'une maladie. Pour vraiment saisir l'ampleur du problème, nos détectives utilisent deux outils super importants, la prévalence et l'incidence. La prévalence, c'est comme prendre une photo à un instant T. Combien de personnes sont malades, là, maintenant? L'incidence, c'est plutôt le film. À quelle vitesse est-ce que de nouvelles personnes tombent malades? J'adore cette analogie, elle est parfaite. Imaginez un lavabo. L'eau qui est déjà dedans, ça c'est la prévalence, le nombre total de cas. Et le robinet qui coule, qui rajoute de l'eau, ça c'est l'incidence, les nouveaux cas. C'est absolument crucial de comprendre les deux pour savoir si une épidémie s'aggrave ou au contraire si on est en train de la maîtriser. Bon, maintenant qu'on a une image bien claire du problème, il est temps de passer au plus excitant, trouver la cause. C'est là que la vraie enquête commence. On entre dans ce qu'on appelle l'épidémiologie analytique. On se pose la question, pourquoi? Ces causes possibles, on les appelle des déterminants ou des facteurs de risque. Il faut vraiment les voir comme des suspects dans une affaire. Est-ce que c'est lié au mode de vie, comme fumer, ou est-ce que c'est quelque chose dans l'environnement, comme de l'eau polluée, ou même la génétique? D'accord, mais alors, comment nos détectives font pour prouver qu'un suspect est bel et bien coupable? Comment peut-on être sûr qu'un facteur de risque précis est bien la cause de la maladie? Prenons un exemple concret. Des chercheurs voulaient savoir s'il y avait un lien entre l'obésité et le diabète. Ils ont suivi un groupe de personnes. Et regardez bien ces chiffres. On voit que dans ce groupe, 2 fois plus de personnes obèses ont développé le diabète par rapport aux personnes non obèses. Ça, c'est un indice de taille. À partir de ces chiffres, les épidémiologistes calculent une seule statistique, mais une statistique très puissante, qui résume toute l'histoire. Et dans cette étude, ce chiffre, c'était 2. Ce chiffre, on l'appelle le risque relatif. Il nous dit simplement à quel point le risque est plus élevé pour un groupe par rapport à un autre. Un risque relatif de 2, ça veut dire que le risque est doublé. C'est un peu comme trouver l'empreinte digitale du suspect sur l'arme du crime. C'est une preuve solide qui montre que l'obésité et le diabète sont liés. Évidemment, pour rassembler ce genre de preuves, nos détectives ont toute une boîte à outils, avec différentes méthodes d'enquête. Chacune est conçue pour répondre à des questions bien précises. En gros, il y a 2 approches principales. D'un côté, l'étude de cohorte. Là, on regarde vers l'avenir. On prend un groupe de gens, certains exposés à un risque, d'autres non, et on attend de voir qui tombe malade. De l'autre côté, on a l'étude cas témoin. Là, on regarde en arrière. On part de gens qui sont déjà malades et on enquête sur leur passé pour trouver des indices. C'est un peu comme regarder une course du début à la fin versus regarder la photo du gagnant et essayer de deviner comment il a fait pour gagner. Mais attention, il y a un piège. Avant de se ruer sur les tablettes de chocolat, nos détectives doivent se souvenir d'une règle d'or. Regardez ce graphique. Il montre un lien quasi parfait entre la quantité de chocolat qu'un pays consomme et le nombre de prix Nobel qu'il remporte. Alors, est-ce que ça veut dire que manger du chocolat rend plus intelligent? Probablement pas. C'est l'exemple parfait de la règle la plus importante en épidémiologie, corrélation n'est pas causalité. Ce n'est pas parce que 2 choses se produisent en même temps que l'une est la cause de l'autre. C'est comme dire que la vente de glace cause les noyades en l'été, alors qu'en réalité, c'est la chaleur qui explique les... Vous voyez, trouver le coupable, c'est une chose. Mais le vrai but de tout ce travail de détective, ce n'est pas juste de résoudre le mystère, c'est de s'assurer que ça ne se reproduise plus jamais. Au fond, tout se résume à ça. Le but de toute cette enquête, de toutes ces données, de tous ces calculs,
c'est d'agir. C'est la prévention. Et cette action, ce n'est pas juste un one-shot, c'est un cycle continu. D'abord, on décrit le problème. Ensuite, on analyse les causes. Puis, on propose des solutions, comme des vaccins ou des campagnes de santé. Et enfin, étape cruciale, on évalue si nos solutions ont vraiment fonctionné. Si ce n'est pas le cas, on recommence, on ajuste, on améliore. C'est un processus qui ne s'arrête jamais, un cycle de questionnement et d'amélioration. Et c'est là que la magie opère. Les données ne sont plus juste des chiffres sur une page, elles sont transformées en actions concrètes qui peuvent sauver des vies. Concrètement, dans le monde réel, ça donne quoi, ce travail de détective? Eh bien, c'est grâce à l'épidémiologie qu'on peut suivre la propagation d'une pandémie, prouver qu'un vaccin est sûr et efficace, ou même savoir quels aliments manger pour rester en bonne santé. Ça a un impact direct sur notre vie, tous les jours. Voilà, on a vu comment les détectives de la santé publique utilisent les indices pour résoudre les plus grands mystères sanitaires. La seule question qui reste, c'est quel est le prochain défi? Que ce soit le changement climatique, la santé mentale ou la prochaine pandémie, les outils de l'épidémiologie seront là pour nous guider. À votre avis, sur quel mystère devrait-on se pencher maintenant ?